Donc, il commence à être bien rincé, bien fatigué. Donc, pour lui donner de l'énergie, si vous en avez envie, peut-être lui faire un petit tonnerre d'applaudissements. Hein. Donc, merci Louis. Je ne sais pas ce que tu vas raconter, mais merci d'avance. Merci de nous parrainer depuis 2 ans maintenant. Et puis, bon courage à toi. Bonjour à tous, merci d'être là. À ceux qui sont en train de cramer au soleil depuis quelques heures. Ouais. Vous aurez des couleurs à la fin du week-end. Et c'est un peu rigolo comme week-end, c'est un peu inhabituel pour moi, mais ça ressemble à une sorte de gros mariage à 8000. Donc on aimerait pouvoir discuter avec tout le monde et en même temps voilà, ça passe un peu trop vite parce qu'il y a la pièce montée, parce qu'il y a je sais pas quoi, parce qu'il y a les photos. Et, mais c'est drôle, ça me rappelle notre mariage. On était beaucoup moins nombreux, hein. Nous on était 20. Hein. C'est un tout petit mariage en famille restreinte. Et j'ai envie de vous proposer peut-être, parce qu'on parle du corps, on parle de la santé, on parle du soin, de peut-être prendre juste une minute pour vous, à l'intérieur, quelque chose comme un moment de paix intérieure, ou de reprendre contact avec le sol, de reprendre contact avec l'assise de la chaise, si vous avez envie, de sentir la caresse du souffle à l'intérieur. Et ces petits moments-là, ces petits moments de ressourcement, c'est des petits outils, des petits couteaux suisses qui sont donnés. Et à la faculté de médecine de Montréal, au Québec, c'est enseigné de manière obligatoire aux étudiants en médecine. C'est pas un truc foufou, hein. C'est pas une dangereuse dérive sectaire. Non, c'est enseigné à la fac. Et souvent, c'est d'enseignement un peu à l'anglo-saxonne, donc c'est très procédural, mais c'est très opérationnel aussi. Donc ça ne va pas chercher dans les profondeurs complexes, mais c'est très opérationnel. Et nous, on l'a utilisé au sein de Réinfo Covid, quand on commençait toutes nos réunions comme ça, comme une espèce de rituel apaisant pour pouvoir enlever son manteau de ses emmerdes, de ses problèmes, de ses difficultés de la journée, de son patron, son mari, tout ce qu'on a sur les épaules qui finissent par peser très 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 lourd et qui font qu'on avance comme ça. Et de poser tout ça une fois de temps en temps, c'est peut-être pas mal. Et il y avait 3 petites phrases que je vous donne. Vous pouvez prendre si vous avez envie ou pas. Pour rentrer dans ces états de méditation pleine conscience laïcisés, pour réussir à se ressourcer, et y compris à l'intérieur du désastre, et y compris dans le métro, et y compris dans un moment où on est fatigué. Et donc je vous les donne aussi pour moi les prendre, pour reprendre juste un peu d'énergie avant de vous parler. Et cette idée que peut-être il n'y a pas de meilleur endroit que ici et maintenant où aller. No place to go. Il n'y a rien de mieux à faire que d'être ici, tranquillement, ensemble. Nothing to do. Et il n'y a pas de rôle social, il n'y a pas de rôle familial, il n'y a pas de rôle professionnel à jouer. No role to play. Et il y a quelqu'un qui a popularisé la méditation en France qui s'appelle Thich Nhat Hanh, qui est un moine bouddhiste, qui est mort maintenant, mais qui, au village des Pruniers, et avec beaucoup d'ouvrages, a popularisé cette idée de prendre des petits temps pour soi dans la journée. Et au village des Pruniers, je crois qu'il y a une cloche qui sonne toutes les 15 minutes pour dire on arrête tout. On arrête de discuter, on arrête de scroller son portable. Boum, on prend un petit moment pour soi. Et il propose d'essayer de mettre, si on a envie, hein, un demi-sourire sur le visage. Ou un grand, ou pas. Et de voir ce que ça fait. Est-ce qu'on y arrive? Est-ce qu'on n'y arrive pas? De voir, de ressentir, d'écouter ce que ça peut faire à l'intérieur. Et puis ensuite de goûter, peut-être comme un petit morceau de chocolat, la caresse du souffle.
Et nous, on appelait ça des temps de centrage. Alors souvent, il y a des gens qui fermaient les yeux et puis commençaient à s'endormir, qui étaient tellement bien que... Donc sur Zoom, on voyait des gens en train de moitié de dormir. Donc au bout d'un moment, on disait, bon, maintenant, on revient ici et maintenant on va bosser. Et on se mettait à bosser. Donc je vous propose de bosser maintenant. Ou de vous étirer, hein, pour ceux qui auraient envie de s'étirer, peut-être. Merci. On fait ensemble. Alors, Kevin m'a demandé de vous parler un peu des outils de transformation. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse. Moi, j'ai une casquette d'anthropologie de la technique, parce que j'étais dans un environnement médical extrêmement technique, avec des machines, des outils en réanimation. On a des pousse-seringues électriques, on a des respirateurs, des machines de dialyse. Et tout notre aura vient de cette possibilité d'utiliser la technique. Moi, je sais régler la dose de noradrénaline. Moi, je sais régler le cathé sur V d'une épuration extra-rénale. Moi, je sais poser une voie centrale, etc. Tous ces savoir-faire, ces savoirs-là, me donnent du pouvoir. Ah, manipuler un outil donne du pouvoir. Mais quel pouvoir? Un pouvoir de faire, un pouvoir d'aider, un pouvoir de maintenir en vie, ou un pouvoir sûr? Et il y a toujours cette question autour de la question de l'outil. Chez les gens qui ont écrit sur le sujet, comme Jacques Ellul, Ivan Illich ou d'autres, il y a toujours cette question de mais est-ce que l'outil, il est un commun, il est quelque chose qu'on a mis au milieu, un marteau, qu'on utilise ensemble pour construire une belle maison et pour aider Kevin à reconstruire le château? Ou est-ce que c'est un marteau que moi, je me suis approprié et je vais m'en servir pour vous casser la tête et prendre votre porte-monnaie? Et dans ce cas-là, l'outil est un outil d'asservissement. Donc un outil, il est toujours soit un commun, quelque chose qu'on met au milieu, où on se donne ensemble des règles de partage, d'utilisation, de finalité, ou quelque chose que je me suis approprié et qui me sert à avoir un pouvoir sur vous. Et au fond, ce prisme de la technique, de l'outil, vous pouvez l'appliquer à beaucoup de choses. Parce qu'un marteau, c'est un outil, mais un téléphone portable, c'est un outil. Un système de santé, c'est un outil. C'est un gros outil, hein, compliqué, complexe, avec voilà, des ramifications administratives et techniques. Un système monétaire, c'est un outil. La monnaie, c'est un outil. Et tous ces outils-là, le système monétaire, le système de santé, le système démocratique, au fond, sont soit des outils d'asservissement, soit des communs. Et vous n'êtes peut-être pas sans avoir remarqué que depuis quelques années, tous ces outils sont devenus clairement des outils d'asservissement dans les mains de quelques-uns qui nous ont expropriés de la possibilité d'utiliser correctement cet outil, qui nous ont changé la finalité. Et il y a un outil, un type d'outil qui est très intéressant, parce que ce type d'outil, il bâtit une cohérence collective dans laquelle on est suffisamment sécurisé pour commencer à construire. Ce type d'outil, c'est ce qu'on appelle les institutions. Les institutions sont des pivots stables qui structurent la société et au sein duquel nous pouvons nous réunir en sécurité et commencer à travailler ensemble. Une institution, c'est l'établissement français de transfusion, quoi. C'est un média dominant d'État, TF1, France 2, c'est des institutions. Et c'est quoi? C'est le vote démocratique pour élire quelqu'un. Tout ça, c'est des institutions. C'est des choses stabilisées, précipitées dans la matière, qui sont nos référents. Ah, j'en ai un petit peu parlé hier. Mais l'enfant qui vient au monde, il sort du ventre de sa maman. Tout était bien stable, tout était parfait. Il baignait dans un liquide chaud et confortable, nourri par perfusion, par son cordon ombilical, sans besoin d'être assailli par la violence des goûts, la difficulté de mâcher, etc. Bercé par la musique des deux chœurs en cohérence de sa maman et de lui-même. Le tout dans une lumière tamisée rose.
Et ça doit s'arrêter. Parce qu'il y a un moment, ça doit s'arrêter. Ce contentement matriciel, à un moment, est mis à mal. Le bébé doit être accouché. S'il n'est pas accouché, il est avorté. Sa vie sera avortée. Et donc cet accouchement, il doit arriver. Un bébé post-terme, il finit par en mourir, si jamais il ne sort pas. Même quand il arrive à 40 semaines, etc., au bout d'un moment, on me dit, merde, il faut qu'il sorte. Parce qu'il devient trop gros pour le ventre de sa maman, simplement, il n'y a plus de place. Et donc, il est éjecté. Et quand il est éjecté, qu'est-ce qui se passe? Il est assailli par des sensations. Le bruit, la lumière, la sensation de l'air sur sa peau, sensation de l'air à l'intérieur, alors que ses poumons, jusqu'ici, ne s'actionnaient pas. Toute sa circulation sanguine se retrouve inversée, se transforme, le canal artériel se ferme, etc. Bref, il y a un orage absolument énorme, effroyable, d'effroi qui traverse l'enfant. Malgré toutes les pratiques obstétricales, il y a sûrement des sages-femmes ou des mailloticiens parmi vous, et bien, ouais, on essaie quand même d'accompagner ça. Bien sûr, mais il y a vraiment quelque chose qui est du domaine d'être chassé du paradis terrestre. C'est la même histoire dans la Genèse, en fait, pour Adam et Ève. Non, tu sors, tu vas vivre ta vie maintenant. Et c'est la même chose pour le bébé. Ce moment-là d'effroi fondamental, c'est un moment où il est archi-poreux à l'information. Parce que toutes les informations sont en train de l'envahir. Et tout de suite après, il est rassuré par sa maman, ou son papa, s'il a la chance, qui le prennent dans les bras et lui font retrouver un espace de sécurité. Et il se produit deux choses. Il se produit d'emblée la création d'un attachement. Ouf, grâce à ma maman, et en neurophysiologie, on sait que les enfants cherchent le visage. C'est le premier programme quasiment qui est implémenté chez le bébé. Le bébé, pas un software, mais c'est un peu le premier programme, c'est de chercher une bouche, des yeux, un nez. On a mis des masques aux mamans. C'est moche. Et d'emblée d'établir un lien. Et ce lien, ça va être la création d'une figure d'attachement. Un attachement sécure. Peut-être vous avez déjà entendu ce mot-là, parce qu'il a été développé par un Écossais qui s'appelle Bowlby, et qui a dit, mais l'enfant, et en fait l'adulte aussi, ont besoin d'attachement sécure, de figures d'attachement qui lui garantissent que le monde n'est pas en train de basculer en permanence et qui se retrouve dans la position du bébé qui naît à se dire « je vais en crever en fait de ce truc » et qui n'a même pas les mots pour se le dire. Une figure d'attachement. Et d'autre part, une ritualisation par la répétition. La répétition, le refrain, la freudaine, la rengaine qui revient, sont notre condition de sécurité. Nous sommes des êtres de refrain. Vous connaissez tous le refrain « Danser encore ». Mais les couplets, ouais, pas sûr, ça dépend des fois. Enfin, voilà. Nous sommes des oiseaux de passage, jamais tranquilles ni vains. Ok, danser encore. Ok. Et le refrain. Nous sommes des êtres de refrain, très profondément. Et nous cherchons les refrains, nous cherchons les rengaines. C'est une technique hypnotique. Si je saupoudre mon discours de certaines phrases ou de certains mots qui reviendront les mêmes toutes les 5 ou 6 phrases, vous les attendez. Votre cerveau les attend. Parce que ça, c'est rassurant. Je suis dans un espace sécurisé. Et au fond, dès le départ, le bercement lui-même, avec sa certaine fréquence, avec sa certaine amplitude, est un refrain. La parole et le langage sont des refrains, des répétitions en miroir, en écholalie. Ba, 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 ba. Ba, ba, ouais, ba. Ba, ba, ba. Et c'est quelques modulations de fréquence, c'est qui sont juste des petites modulations de fréquence autour de nos cordes vocales, par le souffle, deviennent un jeu. Nous sommes capables de jouer avec, et ils reviennent. Et ils reviennent tellement que l'enfant réussit cet exploit absolument incroyable de réussir à parler sa langue maternelle en moins de 2 ans. Qui est quelque chose qui est incroyable en vrai. Ok. Donc, l'effroi initial, la réassurance, par une figure d'attachement, par des répétitions. Si je casse des répétitions, si je détruis les rituels, si je détruis les figures d'attachement,
Je peux leur en substituer d'autres parce que l'humain en a besoin pour survivre. L'adulte aussi en a besoin pour survivre. Je vous désapprends à vous dire bonjour. Non, on ne peut pas se faire la bise. Non, on a un masque. Et je mets d'autres rituels. Masque, friction, gel hydroalcoolique, geste barrière. Une façon de se réemparer des rituels de mise en lien et de prendre le contrôle, le pouvoir sûr d'utiliser cet outil qui est la ritualisation collective dans laquelle nous sommes suffisamment à l'aise pour construire, pour se l'approprier, pour nous exproprier de la possibilité de le faire. Ok. L'outil. L'outil comme outil d'asservissement ou comme commun. La ritualisation, la figure d'attachement, comme un certain type d'outil nécessaire à notre survie collective. L'état de naissance et d'effroi, confronté au réel. L'enfant, il est confronté au réel. Il sort de la matrice maternelle et il est confronté au monde. Le monde est trop grand, trop vaste, trop compliqué, agressif, brutal, il ne comprend rien. Il y a des photons, il y a des électrons, il y a de la magie, il y a de l'électromagnétique. Je ne comprends rien. Je ne peux qu'habiter ce réel de là jusqu'à l'autre côté, par mes 5 sens. Mais c'est très insuffisant. Je n'habiterai le réel que dans une réalité. La réalité, ce sera mon interprétation du réel. Et cette réalité, elle sera structurée par les répétitions. La parole, le langage, le savoir, la science ne sont que des répétitions. D'ailleurs, c'est la condition en science pour dire qu'un savoir est valide. C'est parce qu'on l'a réitéré, répété, qu'il est revenu identique. Là, on dit ça va, c'est stable. Ça fait partie de ma réalité, parce que c'est stable. Mais dès que ça vacille, dès que c'est plus comme j'attends, c'est le réel qui vient faire incursion. Et ça, c'est dangereux. C'est la réalité de l'autre qui vient faire incursion dans ma réalité. C'est dangereux. Si ma réalité n'est déjà pas assez stable, je n'accepterai pas que le réel vienne. Je n'accepterai pas la réalité de l'autre. Je serai dans le déni. Je m'enfermerai dans une bulle protectrice. Ah, mais c'est ce que font les autistes et les gens qui ont des troubles du spectre autistique. Mon interprétation, qui n'est pas celle de tout le monde, est que leurs terminaisons nerveuses sont à fleur de peau, à vif inflammatoire, en permanence. Que le moindre son, la moindre lumière, la moindre parole est une agression, tellement leur sensorialité est exacerbée. Comment se protéger de cette incursion permanente du réel et de l'autre? Par des écholalies. Par des stéréotypies. Des gestes répétés, toujours les mêmes. C'est rassurant. Ça, c'est l'autiste. Mais on a tous fait ça, dans un moment de grande tension, de grande peur, de prier, d'avoir une petite phrase qui revient, une rengaine, on se répète. Même en faisant du ski très vite et qu'on a peur, on chantonne la même chanson ou je sais pas quoi pour... Ok. D'accord. La rengaine nous est nécessaire. La soumission au réel est un état de frayeur énorme, où nous sommes exacerbés au niveau sensoriel et où nous sommes en état de conscience modifié. C'est ce qu'on dit en hypnose. Les états de conscience modifiés, c'est les moments où je suis complètement poreux à ce qui est en train de se passer. Il y a des états de conscience modifiés positifs, je suis dans la rêverie, sur l'autoroute, tranquillou. Et puis des états de conscience modifiés négatifs. J'ai un examen demain, je stresse. Et ces moments-là sont des moments d'apprentissage profond. C'est les moments où sont mis les logiciels à l'intérieur de nous. Et puis il y a l'état ordinaire de conscience, c'est le moment où j'applique le logiciel. Je discute. Donc, pour réussir à apprendre, il faut soit être dans un moment de réassurance très importante, soit être dans un moment traumatique extrêmement brutal. Mais en fait, c'est les deux façons de faire apprendre aux gens. Vous avez remarqué? Soit on leur tape dessus, bing, bing, et là ils apprennent. C'est marqué au fer rouge. On leur a vissé dans le cerveau. C'est le trauma. C'est les enfants battus, c'est l'éducation à l'ancienne. Je te tape sur les doigts, tu vas les connaître, tes tables de multiplication. On crée une brèche dans le cerveau des gens par la frayeur, la violence, la souffrance. Ou de l'autre côté, au contraire, on crée une condition de réassurance, de paix. Tout va bien. Et là aussi, on peut apprendre. Les gens qui sont au pouvoir ont très bien compris qu'une scansion traumatique permanente permet de mettre des apprentissages au fer rouge dans le cerveau des gens, de visser de l'information,
qui ne s'en ira pas. Elle sera un trauma. Elle deviendra une autoroute synaptique dans le cerveau. Dès qu'on pensera Covid, gel hydroalcoolique, la voie nerveuse est renforcée. Il n'y aura plus d'autre façon d'appréhender le schéma. C'est l'autoroute. Ok. Maintenant que vous savez ça, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est que notre rôle est peut-être... Enfin, je vais finir quand même là-dessus. C'est les gens qui sont au pouvoir, et je ne parle pas du pouvoir politique. Le pouvoir politique, c'est une marionnette, un pantin, quoi. Ont très bien compris que une fois qu'ils ont détruit les ritualisations et les figures d'attachement, ils peuvent en mettre d'autres, perverses. Nous pouvons nous attacher de manière perverse à des figures qui sont toxiques. Nous pouvons vivre des rituels toxiques en croyant nous rassurer contre l'effroi. Mais au fond, c'est l'histoire des femmes battues. Mais pourquoi elle part pas avec ce type, quoi? Mais il veut finir par la tuer, elle est revenue à l'hôpital, machin. On en a vu, nous, à l'hosto. Et on se dit, mais elle est conne ou quoi? Et non. Son mari qui est là-bas est sa figure d'attachement perverse. Je vous l'ai dit hier, il y a quand même des gens qui se sont retrouvés à se dire Édouard Philippe, le pauvre, sa barbe blanche, tout ça, ouais, ça doit être dur. Non, il vous a foutu en tôle chez vous. Et là, on est en plein dans la figure d'attachement perverse. Il y a des gens qui ont regardé tous les soirs Jérôme Salomon en disant si je regarde, ça va, le monde va peut-être pas basculer, dans une espèce de litanie de refrains complètement morbide. 1253 morts, 232 morts, 832 morts. Et tous les soirs, il y a des gens qui regardaient, quoi. Putain, 832, j'espère demain. Oh, 839, ça baisse pas. C'est pervers, c'est complètement pervers, c'est complètement toxique. Vous êtes obligé de revalider en permanence le monstre. Parce que tant que vous le revalidez, il n'est pas en vous, il est devant. Mais c'est ce que font certains résistants qui sont sur des fils d'information où tous les jours, on va nous faire bouffer du grillon. Oh purée, l'euro numérique. Oh là là, après-demain, c'est la fin, quoi. On va bouffer notre épargne et tout. Et tous les jours, moi je retourne voir quand même sur Twitter. Et c'est une ritualisation toxique. Elle est toxique, elle ne vous apporte rien, elle vous rassure pas vraiment. C'est un TOC. Trouble obsessionnel compulsif. Les gens qui ont des TOC, c'est ça. Ils sont obligés... Il y a quelque chose qui s'appelle l'arythmomanie. Bon, je vais fermer 7 fois ma porte. Si je la ferme 7 fois, elle sera bien fermée. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je l'ai bien fermée quand même. On recommence. Et c'est très dur pour eux, parce qu'ils ne peuvent pas s'en empêcher. C'est une compulsion. Et il y a des pensées obsédantes qui viennent. J'ai bien fermé la porte? Pas sûr. Et on a tous un peu des tocs. Là, les gens qui ont encore des masques FFP2 dans les rues, les pauvres, enfin, je veux dire, moi, au début, j'étais en colère. Je me dis, quelle bande de blaireaux, quoi. Et maintenant, non, en fait, je me dis, mais les pauvres, vraiment, vivent dans une torture au quotidien. Parce qu'ils savent très bien, probablement, que ça n'a aucun sens. Mais c'est pas grave. Si je le fais, peut-être que, voilà, la pensée que je risquerais de mourir d'un virus terrible ne reviendra pas. Sauf qu'elle revient. Donc, créer des figures d'attachement pas toxiques, créer des refrains qui, eux aussi, des ritualisations qui ne sont pas toxiques. Nous, dans Info Covid, on s'est réunis tous les lundis soirs. Et ça nous faisait du bien, juste de se voir. Même si, voilà, on ne travaillait pas. Juste, ça revient. Il y a des gens, c'est la messe, tous les dimanches. Il y a des gens, c'est Shabbat, le samedi, le vendredi soir. Il y a des gens, ça dépend, en fait. On a tous nos ritualisations. Il y a des gens qui n'en ont plus, et c'est devenu scroller leur écran. Et vous les voyez, les jeunes, qui sont comme ça. Et j'ai croisé une jeune femme devant son téléphone, comme ça, en train de faire... J'ai dit, tu fais quoi? Je scrolle. Tu scrolles quoi? Je sais pas. C'est TikTok. Ah bon? Ouais, c'est TikTok. Mais c'est quoi la vidéo que tu regardes? Je sais pas, c'est celle qui vient. Mais c'est TikTok qui te contrôle. Qui te guide dans un chemin qui n'a aucun sens, loin du réel. Et tu crois que tu es rassuré, mais en fait, tu continues à regarder des horreurs. Et il y a plein de gens qui sont dans une ritualisation toxique. Donc, un des éléments pour pouvoir bâtir quelque chose, c'est de commencer à bâtir une sécurité. Vous savez que c'est le méta-besoin de l'enfant. Mais en fait, c'est le méta-besoin de l'adulte aussi, c'est le méta-besoin de l'humain. Méta-besoin, c'est le méta-besoin au-dessus des autres. Nous avons besoin d'être en sécurité.
d'avoir confiance que là, tout de suite, tout ne va pas basculer. Et donc, créer des rendez-vous, des refrains, ça fait du bien. Créer un attachement. Les groupes qui vont bien ont un attachement dans la matière, ils ont souvent un lieu. Si le lieu n'est que numérique, au bout d'un moment, c'est labile. Les gens ne vont pas venir ou ils vont être rattrapés par le fait de regarder un autre onglet en même temps que vous faites votre Zoom. Du coup, ils vont avoir le cerveau en vrac, quoi. Et non, on peut faire ça. Et puis, des figures d'attachement safe, sécures, des gens qui sont stables. Raoult, il est costaud, quoi. Figure d'attachement pour beaucoup d'entre nous pendant... Ah. Il est sûrement orgueilleux, etc. Mais c'est pas grave, il est stable. Il revient tous les mardis, il fait sa vidéo. Le CSI, pas de conflit d'intérêt, ils sont stables. Tous les jeudis, bim. Et ça permet de tenir. Ça permet de tenir et de commencer à pouvoir construire quelque chose. Parce que l'enjeu de la création de cet îlot-là, c'est ensuite d'oser aller affronter le réel. Ça y est, je suis suffisamment stable à l'intérieur, je peux oser aller traverser la peur. Je peux oser construire le domaine arc-en-ciel, faire un événementiel, rencontrer des gens autour de moi, etc. Parler aux autres. Vous avez remarqué ça, hein, les enfants, au début, il y a plein de gamins, vous allez chez des copains, puis ils sont là dans vos jambes. Mais il y a plein de copains, on va jouer. Non, ils ne savent pas où ils sont, ils ne savent pas où sont les toilettes, ils ne savent pas comment on peut boire un peu d'eau, ils ne connaissent pas vraiment les autres adultes, etc. Et vous n'avez pas pris le temps de ritualiser ça, de leur dire ça va. Et puis, il y a un moment, ils se détachent tout seuls. Ça y est, ils ont appréhendé leur espace. Et là, ils vont jouer avec les autres. Et on est pareil. On a besoin de ça. Et à partir de ce moment-là, apparaît la question de l'outil. Quels outils on a à disposition pour changer le monde ? Mais on a le monde entier. On a tout. C'est notre créativité qui fait cruellement défaut. Vous tendez un trombone à un adulte et vous lui dites « ça peut servir à quoi ?» Attacher des feuilles. Ouais. Vous tendez un trombone à un enfant, vous dites ça peut servir à quoi? Peut-être à se curer les dents, ou peut-être à revisser ma lunette. Attends, fais voir, je peux peut-être faire une danseuse en le détordant. Oui, attacher des feuilles, pourquoi pas, mais c'est pas le plus intéressant. Je peux me gratter le nez avec. Et les enfants arrivent à plus d'une centaine d'usages différents. Le jeu est la création d'un espace ritualisé, sécurisé, fait de refrains, où nous pouvons explorer une variation du refrain. La maman qui berce son enfant, au bout d'un moment, peut-être va jouer à faire un peu plus fort ou un peu plus vite pour voir. Si c'est la maman, tout va bien, l'enfant va rigoler, quoi. C'est l'éruption de l'humour. Si c'est un inconnu, qu'est-ce qu'il fout là? Il va me laisser tomber. Non, ça va pas être drôle du tout, là. Ça va être la panique. Donc l'idée, c'est, une fois qu'on a créé le refrain, jouer à voir, est-ce qu'on peut explorer d'autres dimensions? Est-ce qu'on peut ouvrir des brèches? Commencer à faire éruption? Et ça nécessite d'être en cohérence collective pour qu'il y ait des individus qui osent y aller. Si vous êtes en insécurité financière, si vous êtes en insécurité émotionnelle, morale, vous ne conduirez aucun projet. Pas possible. Il faut déjà qu'il y ait des choses sécurisées pour oser et affronter. Sinon, vous risquez d'en crever, quoi. Donc ces outils-là, on en a plein à disposition. Imaginez, je ne sais pas combien vous êtes, vous avez su peut-être les petites complexités ou tracasseries administratives qui ont pu être traversées par le domaine arc-en-ciel pour tenir cette journée. Vous pouvez les imaginer, qui auraient fait renoncer plus d'un, et Kevin a été extrêmement courageux. En restant d'une... Ouais. Imaginez qu'on joue. Et si nous tous mettions 7,50 € de côté et envoyions un recommandé au préfet? C'est pour rigoler, hein. Et que dans ce recommandé, contrairement à toute attente, vous essayez de sortir le meilleur, de trouver la beauté de l'adversaire. Merci d'avoir mis une contrainte suffisante pour que
ça se passe finalement velours. Ce week-end a été magnifique, a ouvert de très nombreux possibles et défriché la santé de demain. Et c'est un peu grâce à vous. Parce que, au fond, les exigences que vous avez mises, peut-être au début ont pu paraître importantes, mais elles ont vraiment permis que tout se passe bien. Parce qu'effectivement, peut-être qu'à Mont-sous-Vaudrey, il n'y a jamais eu 4000 personnes, qu'un vendredi 3 juin, toutes les auberges et chambres d'hôtes de Dole n'ont pas été remplies jusqu'ici, mais que ça a été le cas. Que les restaurants au bord du canal, etc. Bref, vous pouvez imaginer une lettre où vous essayez de sortir, en le pensant, en le ressentant à l'intérieur, le meilleur de ce qu'est le préfet dans sa fonction la plus belle et la plus haute, et qu'il a incarné là. Et là, c'est très déstabilisant pour lui, parce qu'ouvrir 8000 courriers, tous différents, ou 4000, ça va prendre un peu de temps. Puis les recommandés, en général, c'est des emmerdes. Et là, il va devoir donner sa carte d'identité à sa secrétaire. Ouais, il y en a encore un. Oh, putain, il y a 400. Ouais. Et il va dire, oh, c'est des remerciements que vous pensez avec votre cœur, en disant, ben, en plus, ça a eu lieu cette année, quand même, ça marque un précédent. C'est-à-dire que l'année prochaine, ça va vraiment être super. Et puis que cette équipe de jeunes qui ont tous moins de 35 ans, qui sont issus d'ici, qui font vivre le terroir, qui aident économiquement la région, qui permettent un accès à un soin différent à plein de gens qui jusqu'ici étaient peut-être sortis du système de soins, qui en plus sont en lien avec le système institutionnel de soins, le système de recherche, qui ont tous moins de 35 ans, qui sont beaux, jeunes et intelligents. Ce serait super de leur filer un petit coup de patte pour que ce soit facile pour eux. Merci, peut-être d'essayer de faire ça. Et voilà, donc le tonnerre a grondé. Je vous laisse avec cette proposition qui permettra ce qu'on appelle une mise en résonance. Quand l'outil est mis en résonance, tout change. Qu'est-ce que c'est la mise en résonance? Ce qu'on appelle en biologie et en physique la mise en résonance des oscillateurs. Peut-être vous connaissez que les jeunes femmes dans les couvents ont leur cycle menstruel en même temps. Il y a plusieurs études sur le sujet. Que dans certaines copropriétés ou certaines familles, quand tout le monde s'entend bien, c'est pareil, les femmes ont leur cycle menstruel en même temps. Donc des oscillateurs cycliques, finalement, se mettent en résonance, se mettent en phase. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y a des feux follets, ils clignotent sur 200 km, tous en même temps. C'est comme une guirlande électrique, alors qu'ils ne sont pas reliés, hein, il n'y a pas de fil entre eux. Les bancs de poissons font en même temps la même chose. Pourtant, on se dit, ils ne parlent pas, enfin, comment ça se passe? Ils sont en résonance. Et la résonance, c'est une énergie développée qui est bien plus importante que la somme des énergies individuelles. Je vous donne un exemple et un jeu à pas cher que je faisais quand j'étais étudiant. C'est vous mettez dans un ascenseur et vous dites 1, 2, 3. Pardon. C'est bien, le préfet a permis que ce soit stable, quoi. Et si vous faites ça à 3, 4, 5, c'est un jeu à pas cher, vous risquez d'y passer l'après-midi, parce qu'il faudra faire venir les pompiers pour débloquer le truc, mais vous allez bloquer l'ascenseur, c'est sûr. Hein. Et puis les autres autour de vous, enfin, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont fous furieux. C'est l'histoire des soldats qui marchent sur un pont. S'ils marchent n'importe comment, s'il n'y a rien à se passer, ils marchent tous au pas, peut-être qu'ils peuvent le faire effondrer, s'ils sont dans la fréquence de résonance. Et là, le nombre qu'on est, c'est bien plus qu'il n'en faut. Il y a quelqu'un qui s'appelle Linus Torvald et qui a développé un système d'exploitation pour les ordinateurs alternatif à la saloperie de Bill Gates, Microsoft. C'est Linux. Et donc lui, il est développeur informatique, mais il sait qu'il ne sait pas le faire. Il n'a pas les compétences, il ne peut pas le faire, il ne peut pas aller jusqu'au bout. Mais il commence. Il lance le mouvement. Et qu'est-ce qu'il fait? Il tisse le lien entre 100 programmeurs. Un lien où vraiment les gens peuvent échanger, etc. Et il se rend compte que s'il y a 100 personnes qui sont interconnectées, s'il y en a un qui a un problème ou une envie, il y en a au moins un qui a le début d'une solution. C'est-à-dire, si vous êtes 2000, 3000 aujourd'hui, s'il y en a un qui a un problème ou une envie, à tout ça, il y en a au moins 20, non, 200 ou 30 ou 300, c'est ça, si je compte bien? Je me trompe d'un zéro peut-être 20 ou 30 qui ont le début d'une solution.
Quelqu'un veut ouvrir une école, il n'a pas de lieu. Il y en aura au moins 20 qui ont peut-être une idée sur comment trouver un lieu. Il y en a un parmi vous qui veut commencer à faire des reportages témoignant de tout ce qui s'est passé, de la souffrance. Il y en a au moins 20 parmi vous qui pourront l'aider à avancer sur ce projet. Il y en a qui ont envie de commencer à faire un domaine arc-en-ciel ailleurs. C'est pareil, ça va se passer aussi. Ça, c'est extrêmement réjouissant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être la majorité. Il n'y a pas besoin de convaincre, il n'y a pas besoin de réveiller les endormis. Ce n'est pas notre rôle. Ce n'est pas notre rôle. Bien sûr, il faut parler, bien sûr, il faut dire, bien sûr, il faut témoigner, mais vous convaincrez personne. Il n'y a jamais personne qui m'a dit, en sortant d'une conversation, ah, « Louis, grâce à toi, j'ai vu la lumière. » Et ça ne m'est pas arrivé, quoi. Et ça ne m'arrivera pas, je pense. La meilleure chose que vous pouvez faire, c'est semer des questions, semer des graines, commencer à mettre en mouvement la rame. Le vaccin est sûr et efficace pour toi? Ah ouais, quand même. Et la 5e dose, qu'est-ce que tu en penses? Pas sûr. Ok. Et la communication du gouvernement, elle a toujours été bien claire pour toi? Il n'a jamais été incohérente ou contradictoire? Ouais, c'est vrai quand même. Etc., etc. Vous pouvez que semer des questions. C'est bien plus intéressant de semer des questions que d'aller donner des réponses. Quand vous donnez une réponse, c'est fini. Le logiciel s'arrête. Ça y est, j'ai ma réponse. Et si elle correspond à une tentative d'irruption du réel ou d'une autre réalité dans ma réalité qui est déjà vacillante, la personne s'enferme dans sa safe place de manière autistique. Et aujourd'hui, la plupart de nos contemporains sont comme ça. Ils ne voient pas ce qu'ils voient. Ils n'entendent pas ce qu'ils entendent. Vous leur mettez sous les yeux. Regarde, c'est la directrice de Pfizer au Parlement européen. Elle a dit que le vaccin, il n'y a jamais eu aucune étude sur la transmission. Et que bien sûr que non, ça ne diminue pas la transmission. Tu vois ou pas? Ouais. Mais alors le pass, ça a quel sens? Et là, ça ne connecte pas, quoi. Il n'y a pas de... Mais c'est hallucinant, en vrai. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas du domaine rationnel, ce n'est pas du domaine intellectuel, ce n'est pas du domaine du nombre de data que vous allez accumuler ou de preuves scientifiques ou du nombre d'études. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de safe place. Ça, c'est peut-être la principale chose sur cette histoire de quels outils on peut faire pour faire demain. C'est déjà créer des endroits où les gens peuvent se retrouver, des petits espaces où on peut commencer à parler. Peut-être j'en ai parlé hier, mais je vais vous redire. Pour moi, on a fait un énorme pas contre le totalitarisme à partir du moment où on rediscute avec son beau-frère. Une manière un peu humoristique de dire c'est pas une grande chose en prenant le pouvoir, etc. Non, c'est banal. C'est banal. Le travail, il est banal. Banal au sens médiéval du terme, hein, ce qui est au milieu du village, le four banal, le moulin banal, ce qu'on a en partage ensemble, l'outil justement qu'on met en place de manière commune au milieu du village pour que le village soit plus beau. Votre beau-frère, vous allez devoir créer une condition de sécurité pour pouvoir commencer à essayer de créer un pont entre vos deux réalités. Oh, c'est Noël, on va se poser. Ça va, tout va bien, la pluie, le beau temps, tout ça, les enfants, la famille, la baisse, alhamdoulilah, la baisse. C'est ça, hein, le salut en Afrique du Nord et à Marseille, c'est créer les conditions rituelles du fait qu'on est en sécurité et qu'ensuite, 3e bouteille, joyeux Noël, je te resserre un verre, Gérard. Ah ouais. On reparle du Covid? Ah, tu me gonfles. Ok, on verra. Mais tu sais, j'étais un week-end intéressant, là. Et il y a besoin de créer les conditions. Et ces conditions de dialogue, aujourd'hui, on a eu une expérience intéressante qui était d'essayer d'accueillir les gens victimes d'effets secondaires des injections expérimentales dans les collectifs Réinfo-Covid. Et on s'est rendu compte que ce n'est pas possible. Parce que les collectifs Réinfo-Covid, ils étaient en train de faire de la permaculture, ils étaient en train d'essayer de faire des écoles, de faire des centres de soins de santé intégrative. Et les gens avec les effets secondaires, ils étaient là, mais non, moi je m'en fous en fait. Moi ce que je veux, c'est faire payer ces enfoirés, quoi. Et où c'est que déjà quelqu'un entende ma souffrance. Il y a plein de gens, et nous y compris, pour qui la souffrance n'a pas été entendue, n'a pas pu se déposer. Et tant que vous êtes porteur de cette souffrance, la moindre personne qui va vous parler, vous allez lui parler de ce qui ne va pas. Jusqu'à ce que, enfin, ce soit entendu par une écoute empathique,
et que ça puisse s'ouvrir. C'est ce qu'on fait en médiation, en communication non violente. Quand quelqu'un en face, je me souviens de plein d'histoires à l'hôpital, de papas stressés parce qu'on va déclencher une césarienne et qui font « Non, mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce que vous faites ?» etc. Et puis, il dit « Non, non, tout va bien, etc. » « Mais non, tout va pas bien. Mais ça va bien se passer. Non, ça va pas bien se passer, etc. » Il veut pas entendre et puis il va revenir « Mais qu'est-ce que vous faites? C'est quoi cette histoire ?» Jusqu'à ce que vous serviez de miroir. Et la technique de médiation principale, c'est de servir de miroir, c'est la reformulation. Ça va pas bien se passer, vous pensez que ça va pas bien se passer. Bah oui, là, moi ça me stresse, mon bébé, là, qu'est-ce qui se passe avec la courbe? Vous aimeriez savoir ce qui se passe avec la courbe, là, parce que vous faites du souci pour votre bébé. Bah oui, je me fais du souci, j'ai peur. Vous avez peur? Oui, 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 j'ai peur. Et une fois que vous avez réussi à lui faire dire oui, 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 ça veut dire qu'il a été entendu, il sait que vous l'avez entendu. Et là, vous pouvez commencer à placer autre chose. Avant, ça ne sert à rien. Et vous l'avez déjà remarqué X fois avec des gens. Vous essayez de dire quelque chose, mais c'est un dialogue de sourds. L'autre repart sur ces mêmes arguments. Oui, mais dans les B, ils ont dit ça. Dans le monde, ils ont... Avec le cerveau complètement en vrac, il n'y a aucun argument qui a sens. Une pensée, une rationalité morbide, comme on dit en psychiatrie. Non, non, il va falloir d'abord écouter ça, écouter la souffrance des gens, les aider à trouver à quel endroit ça souffre. J'ai peur. Et c'est souvent ça à la fin. J'ai peur. J'ai peur que notre société vacille. J'ai peur que nos institutions soient corrompues et servent un tout autre dessein que le bien commun. Et une fois que ça s'est posé, ça y est, on peut commencer à construire. Et donc il y a plein de groupes qui ont fait l'économie de ça. Au contraire, ils ont ritualisé le fait de regarder le monstre et de ne pas accepter de se laisser traverser par le monstre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tant que vous scrollez et que vous regardez tous les jours, la dernière de Ursula von der Leyen, la prochaine de George Soros et l'avant-hier de Jacques Attali, ouais, vous êtes en train de regarder les crocs et les griffes, vous êtes en train d'être fasciné par le monstre. Mais ce n'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est de regarder les failles dans la cuirasse. À quels endroits, entre les écailles, on peut glisser quelque chose? À quels endroits il y a des bifurcations, etc. Vous pouvez étudier le monstre. Et à partir du moment où vous les étudiez, vous vous rendez compte qu'il y a des brèches partout. Il y a des brèches absolument partout. Tous ceux qui ont voulu faire des restos clandestins, ils en ont fait. Tous ceux qui ont voulu sortir leurs enfants de l'école, les protéger, ils l'ont fait. Tous ceux qui n'ont pas voulu se faire vacciner, ils ont fait des faux, ils sont restés suspendus, etc. Ils ont tenu. Donc la question, c'est pas que c'est impossible. Le totalitarisme lui-même laisse des brèches partout. Au contraire, je pense que la plupart d'entre nous n'ont jamais eu une vie culturelle aussi riche, quoi. Partager autant de découvertes, de rencontres, etc. C'est-à-dire qu'au cœur du totalitarisme, au moment où c'est le plus dur, mais c'est là où il y a aussi le plus de beauté potentielle. Et moi, il y a un film qui m'a beaucoup marqué, qui est de Roberto Benigni, qui s'appelle La vie est belle. Et toutes choses égales par ailleurs, je ne compare pas, mais c'est une leçon pour moi de se dire, est-ce que je suis capable de voir la beauté dans chaque jour, de voir la joie dans chaque jour? Est-ce que je suis capable de cette ascèse, de cette exigence, de mettre ça comme ritualisation quotidienne? Ouais, je pourrais dire, je suis fatigué, etc. Mais est-ce que je peux choisir autre chose? C'est mon degré de liberté, c'est le seul que j'ai. C'est l'interprétation que j'ai de chaque seconde. Et à partir du moment où j'ouvre le possible, il n'y a rien qui résiste. Il n'y a rien qui résiste. Donc, moi, on me parle souvent de comment construire le monde de demain, c'est l'objet. Mais je n'ai pas besoin de construire le monde de demain. Je ne sais pas comment ça va se passer. C'est aujourd'hui que ça se construit. C'est chaque seconde. Moi, maintenant, ça me fait rire de voir les hommes politiques parler. C'est une blague, c'est grotesque. Ça n'a aucun sens. Ça me fait rire de voir les articles du Dauphiné libéré, de je sais pas quoi, je sais pas comment ça s'appelle chez vous. Ça glisse, quoi. Je sais pas comment dire. Et j'essaye d'étudier ça. Comment réussir à contrecarrer ce bruit-fond, à créer une contradiction interne. Tous les policiers qui sont venus aujourd'hui, qui ne sont pas partie prenante dans ce qu'on fait, mais ils ont vu que ça n'a aucun sens, ce qui a marqué. Tiens, plein de petites graines. Puis ils vont aller parler, ils vont aller raconter, ils vont aller dire.
Et nous aussi, on a ce pouvoir-là. Je vous ai parlé du pouvoir de notre recommandé. Ou une lettre, hein, si vous n'avez pas les sous pour le recommander, une lettre simple peut-être suffira. Mais ce sont des outils très simples au fond, hein, un outil épistolaire. Mais c'est mis au bon endroit, mis au bon moment, et avec pas d'agression, pas de tentative de rentrer dans la réalité de l'autre de manière brutale, parce que sinon il vous rejettera. Non, non, non. En douceur, j'essaie de voir ta beauté. Parce que si je te donne des égards, tu m'en devras en retour. Nous sommes des êtres miroirs, bourrés de neurones miroirs, bourrés d'empathie. Les seuls qui ne sont pas bourrés d'empathie, ce sont les pervers. Les gens qui ont été tellement maltraités, tellement violés, tellement brutalisés, qu'ils n'arrivent pas à en retrouver. Et eux, pour guérir, ils ont besoin d'une dose d'amour absolument phénoménale. Sinon, ils ne guériront jamais. Et il y en a plein qui guérissent jamais. Mais si vous leur opposez de la violence, ils en ont à vous en opposer beaucoup plus que tout ce que vous êtes capable de générer. J'entends des gens qui sont en colère, qui disent oh, « t'es gentil avec la non-violence, mais c'est un truc de bisounours, tout ça. » Ça ne marche pas. Attendez, moi, je n'ai pas une vision de la non-violence idéologique, j'ai une vision pragmatique. En face, nous avons des gens qui ont tout le pouvoir médiatique, tout le pouvoir monétaire, tout le pouvoir judiciaire. Rien n'a été jugé en faveur des plaignants, presque, jusqu'ici. Dans toutes les instances, qu'elles soient pénales, administratives ou civiles. Ils ont tout le pouvoir exécutif. La police, les milices. Ils peuvent éborgner des gens, leur arracher des mains pendant des manifestations. C'est hallucinant, sans encourir rien. Ils ont tout le pouvoir législatif. Ils peuvent nous foutre en tôle chez nous du jour au lendemain, voter une loi à 4 heures du matin qui n'a aucun sens. Ok, la non-violence n'est pas une option. La non-violence est la seule option. Et le problème, c'est que la non-violence tout seul, ça ne marche pas. Mais la non-violence à plusieurs, c'est inarrêtable. C'est inarrêtable. Je vais vous raconter une histoire que vous avez peut-être déjà vue ou entendue. J'ai été convoqué la veille pour le lendemain, je ne sais plus combien de temps j'ai, peut-être Kevin n'est pas encore là, ça va. J'étais convoqué la veille pour le lendemain à la direction générale de mon hôpital, alors que j'avais commencé à parler médiatiquement. Bon, j'appelle Carole en disant peut-être que je vais perdre mon boulot. Enfin, on le savait hein, dès le début, quoi. C'est pour ça que moi j'étais devant la barricade et qu'elle était restée derrière. Et en disant bon, on va ménager la chèvre et le chou. Et on accepte le risque, il est consenti dès le départ. Et puis, je sens hein, comme une main agrippée sur mon cœur. Une serre froide qui fait peur. J'arrive plus à me concentrer sur ma garde, sur les patients, etc. Je suis omnibulé par cette question. Merde. Mail très laconique, très froid. Vous êtes attendu à 14h12, à 14h30 à la direction générale. Et puis, je dis à Carole, bon, peut-être que c'est le moment d'actionner la communauté. Et qu'est-ce que tu en penses? Elle dit, ouais, je pense que c'est le moment. Et je dis, mais je ne suis pas sûr, moi, parce qu'il ne faudrait pas griller la cartouche pour rien. Elle dit, si, je m'en charge. Va bosser. Je vais bosser. Et à 23h, la griffe qui était en train d'enserrer mon cœur s'est relâchée. Je suis senti léger, je me suis dit, mais et quoi? Au pire, je perds mon boulot. Et quoi? Au pire de tout ce qui nous arrive, on en crève. Mais on va en crever, hein, je vous rassure. La vie est une maladie transmissible dont la mortalité est à 100%. Vous connaissez cette histoire, hein? Donc, de toute manière, on va en mourir. C'est ça le pire. Bon, bah, ça va. Je suis prêt. Je ne veux pas vivre dans le monde de merde qu'on me propose. Donc, à moi, à nous d'oser créer celui qu'on veut. Et donc, je finis ma garde. J'arrive le lendemain avec mon petit vélo sur la place devant la rue Brochier, qui est la direction générale de l'hôpital des APHM de Marseille, qui est une grosse institution et qui est un endroit qui était une ancienne prison. Petite trace karmique assez lourde, hein, où des gens ont été pendus, hein, quand même, des dissidents. Bon. Et qui sert de lieu pour filmer la vie, Plus belle la vie.
C'est la fausse école, vous savez, dans Plus belle la vie. C'est ça, en fait, la direction générale de l'hôpital. Donc vous connaissez tous, peut-être si vous avez vu Plus belle la vie, cet endroit. Donc il y a une espèce de petite place. Puis j'arrive, il y a 200 personnes. J'ai dit, pourquoi il y a 200 personnes? Ah, vas-y Louis. Ah, c'est pour moi. Wow, qu'est-ce qui se passe? Je commence à attacher mon vélo. Non, prends ton vélo, t'inquiète, t'as pas besoin de l'attacher, on te le surveille. Ah. Première fois de ma vie à Marseille, puis t'as un peu peur. Il est encore là quand je reviens, quand même. Ouais. Et puis France 3 avec une perche. Alors, docteur Fourchet, pendant que je marche. Alors, docteur Fourchet, vous allez vous faire virer, vous allez avoir une sanction, etc. Et non, pas du tout. Moi, je viens ouvrir une ambassade. Enfin, on peut discuter ensemble. C'est une très bonne chose. C'est la première fois que le dialogue s'ouvre. J'ai de la reconnaissance pour l'institution de me convoquer aujourd'hui. J'arrive devant la porte. Il y a 8 gardiens. Il n'y a jamais personne à cet endroit-là. Il y a 8 gardiens. Putain, 8 gardiens. Puis je m'approche, comme ça, je vais pour passer entre les gardiens, et ils font « Vas-y Louis, on est avec toi !» Ben oui, c'est les gardiens de l'hôpital, et moi je suis pas... Moi je suis plutôt du genre à dire bonjour aux gens, donc ils m'aiment bien, en fait, et je les aime bien. Et donc, ben voilà, leurs propres gardiens sont des traîtres, vous avez compris, hein, ils nous soutiennent. Et j'arrive en bas... de toi, enfin le plafond est à 17 mètres de haut, on est dans Brésil, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la scène dans le ministère de l'Information, là. C'est Brésil, quoi. La technocratie écrasante. Quoi. Et je m'apprête à aller vers le bureau central, où il y a le secrétaire perdu derrière son immense bureau. Au fait, je suis convoqué, je dois aller où? Non, il y a quelqu'un qui m'attend avec son masque. Moi, j'avais mis mon masque aussi. Hein. Je rentre en territoire étranger, j'accepte leurs coutumes. Aussi extravagante qu'elle puisse paraître. J'arrive avec mon masque très bien ajusté, et il est très digne. Et le type me dit « Ah, docteur Fouché, on vous attendait, c'est très bien que vous arriviez maintenant. » Ah bon? Ok. On s'approche, je vous guide. Il me guide, on arrive devant l'ascenseur, je m'apprête à appuyer sur le bouton, il appuie sur le bouton de l'ascenseur pour moi. J'ai changé de parfum, qu'est-ce qui se passe, quoi? Moi, je suis praticien hospitalier, hein, je suis PH, je suis la chair à canon de l'hôpital. Hein. Donc, la direction, elle s'en contrefout de ma gueule, quoi. Et là, d'un coup, non. Je dis, c'est pas pour moi, cette affaire, ça. Pas pour moi, tous ces égards. Et puis, on monte au 3e étage, je m'attends à attendre dans un fauteuil trop grand, trop bas, pendant des heures, de m'arrider dans mon jus, etc., jusqu'à ce qu'ils arrivent. Non, tout de suite, le directeur général et le président de CME arrivent. Ah, docteur Fouché, c'était tellement important que vous veniez, merci beaucoup de vous être déplacé. Vous m'avez convoqué hier pour aujourd'hui, enfin, d'être siphonné, quoi. Non, obséquieux. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et là, j'entends la clameur, les 200 personnes. Et eux aussi, ils l'entendent. Et je dis, ah, ma force, c'est pas ma force. Vous savez, c'est comme quand il y a le tout petit gars qui arrive avec son épée comme ça, et puis en fait, derrière, il y en a un très très gros, et puis lui, il arrive comme ça, et puis il y a le monstre en face, il s'enfuit, il détale, il fait waouh. Et en fait, non, c'est les potes qui est derrière et qui est très fort. Et là, c'était pareil. C'est la clameur du village. La puissance de la foule. L'inarrêtable vague de la puissance populaire. Effectivement, on s'assoit autour d'une énorme table en acajou. La secrétaire de direction, le président de CME, de Commission médicale des établissements, le directeur général des hôpitaux de Marseille, Louis Fouché. Bon, ok. Et on se regarde un peu en chien de fusil à travers les masques. Bon, qu'est-ce qu'on va se dire? Puis je prends l'initiative. Ah, je tenais à vous remercier. Et comme avec le préfet. Je tenais à vous remercier. Là, je cherche très vite. Parce qu'il faut quelque chose que vous pensez, que vous vivez dans votre cœur. Vous ne pouvez pas faire semblant. L'égard que vous donnez, il doit être juste. Vous devez trouver un truc sympa sur l'enfoiré d'en face. C'est pas facile, hein, mais ça va changer, parce que l'enfoiré d'en face ne va plus être l'enfoiré d'en face. D'un coup, ça va devenir ce truc sympa que vous lui offrez. Je tenais à vous remercier, vraiment, toute ma gratitude, parce qu'on n'a jamais manqué de matériel à Marseille dans le service. Et ça, c'est grâce à vous, parce que dans certains hôpitaux, les gens ont dû s'habiller avec des sacs poubelles, ont dû plus de masques, plus de gants, etc. Et nous, dans le service, on a toujours tout eu. Et ça, c'est grâce à vous. Et vraiment, vous avez dû vous démener, parce que je sais que dans cette période de tension, d'approvisionnement, ça ne devait pas être facile. Et au fond, grâce à vous, on a pu faire les soins comme on avait envie de les faire. Merci pour ça. Je les vois un peu
vous décontenancez énormément le partenaire hein, quand vous le transformez d'adversaire en partenaire. Il vacille un peu sur ses pattes, hein, parce qu'il est obligé de vous le rendre. Il ne peut pas faire autrement. C'est de l'ordre de ce qu'on appelle le don et le contre-don. Ça fait partie de notre structuration profonde de neurones miroirs. Et s'il ne le fait pas, ça veut dire que vous avez affaire à un pervers très violent et que dans ce cas-là, il faut s'enfuir ou être suffisamment nombreux pour le défoncer. Et donc là, non, c'est des gens honnêtes qui disent bah, « écoutez, merci. Nous aussi, on était surpris parce qu'entre hier et aujourd'hui, on a reçu plus de 5000 mails qui ont bloqué notre boîte mail. Donc on est un peu embêtés. Et l'immense majorité de ces mails étaient extrêmement courtoises et appelaient à vous traiter avec des égards et avec respect. Et il y avait même des gens connus, des gens pas connus. On a été, pour tout vous dire, surpris. Étonnés, on ne pensait pas que vous aviez autant d'influence, de soutien. Je commence à comprendre. C'est pas mon parfum. C'est pas moi. C'est plus de 5000 personnes qui, en moins de 12 heures, arrivent à générer une vague étonnante qui rompt la monotonie des jours de la direction hospitalière. Et qui, en plus, utilise la non-violence. Et là, je vois le directeur qui se tourne vers la secrétaire et qui dit « Nous avons quand même reçu 3 mails extrêmement agressifs. » Elle pose devant moi un dossier, une pochette cartonnée avec marqué « Procédure judiciaire Fouché ». Je pose ma main sur le dossier en disant « Oh, 3 mails sur 5000. » C'est extrêmement embêtant, effectivement. Probablement, j'aurais qu'un mot à dire pour que ça s'arrête, que cette pluie de mails s'arrête. Ce serait tellement dommage que vos mails restent bloqués jusqu'à Noël. Vous en avez besoin pour travailler. Non, j'ai sûrement qu'un mot à dire. Je pousse le dossier devant eux. Je vois le directeur général qui reprend son dossier, qui fait « Oui, ce serait bien que vous le lisiez. » Ce mot en question, et que ça s'arrête. Et ça, c'est pas ma force. C'est la force du village, de la communauté, du groupe, de la puissance populaire, de la vague inarrêtable, de la mise en résonance de gens qui ont décidé que Fouché serait leur chevalier ce jour-là. Donc c'est moi qui suis effectivement à rentrer dans la caverne du dragon en tremblant. Mais le dragon, il est déjà mort. Le dragon, il est que à l'intérieur. Il est que ma peur d'y aller. Le groupe a déjà tué le dragon. Je n'ai pas été sanctionné. Je suis sorti de cet entretien sans aucun problème. J'ai continué à parler, j'ai continué à toucher mon salaire, j'ai continué à être employé de la PHM. Et ça, c'était grâce à vous. C'est pas grâce à moi. Et il y a eu un déclic. Il y a eu vraiment une prise de conscience, pour moi, comme pour le groupe, de la puissance d'agir si jamais on se coordonne. Je vous ai souvent parlé de ça, hein, être méthodique, patient et déterminé. Il y a un moment, il faut qu'on s'organise. Il y a un moment, il faut arriver à utiliser l'outil intelligemment. L'autre jour, à Saintes, pour le CSI, je m'apprêtais à dire « Bon, s'il vous plaît, éteignez vos téléphones portables », comme une espèce de routine, de refrain habituel quand il y a une intervention publique. Et d'un coup, je me ravise, je dis « Non, non. Je vous propose de tous allumer vos téléphones portables, de vous connecter à votre Facebook, YouTube, etc., puis d'enregistrer et de diffuser. Parce que 4000, voilà, on était 1800 à Saintes, 1800 personnes qui font résonner dans l'Internet quelque chose qui est en train de se passer dans le réel, mais c'est une vague inarrêtable. Tout le monde sera au courant qu'il y a eu ce truc, malgré tout, quoi. Et c'est la fin, ouais. Donc, j'espère que ça vous donne quelques clés, simplement sur l'organisation collective. Bien sûr qu'il faut s'organiser. Et il y a des gens qui sont dans une espèce de rêve horizontal, néo-marxiste, qui n'a aucun sens. Désolé, je l'ai eu le même pendant des années, donc je comprends. Mais ce que je vois, parce que moi je suis quelqu'un de pragmatique, je réanime les gens, c'est pragmatique, quoi. C'est pas intellectuel, c'est un truc de blaireau, quoi. Je suis un plombier de la médecine. C'est pragmatique, il faut que ça marche. Si vous avez une structure pyramidale et que tout le monde est d'accord qu'il y a un chef, que tout le monde l'aime, qu'il est dans une oblation au bien commun et que ça marche, mais faites comme ça. C'est pas idéal sûrement, mais si vous avez une structure en gouvernance partagée, vous arrivez effectivement à partager le pouvoir, où tout le monde a fait de la communication non violente, vous êtes capable d'aller vers autre chose et d'accepter qu'il y ait de l'étincelle individuelle tout en ayant une cohérence collective, mais c'est magnifique, mais c'est pas gagné pour tout le monde. Et donc vraiment cette proposition-là de reprendre le contrôle de l'outil,
tous les outils dont vous avez été expropriés, la santé, la monnaie, la démocratie, tous ces outils institutionnels, la science, etc. L'éducation, merci. Et au fond, c'est ce qu'on a fait avec le CSI, c'est ce qui est en train d'être fait ici avec le domaine arc-en-ciel. C'est dans la matière, dans le réel, commencer à créer des institutions désirables, des choses qui donnent envie, qui soient des safe places pour les gens qui sont en train de vaciller dans leur institution qui meurt. Et là, vous ouvrez des portes de sortie où le totalitarisme ne peut pas arriver. Merci.